Quand Louis XIII crée la compagnie des mousquetaires, ils ne sont au départ qu'une centaine. Le roi veut des soldats d'élite triés sur le volet, des hommes formés aux meilleurs combats militaires. Dans le roman de Dumas, le premier défi de D'Artagnan est d'intégrer ses troupes de choc. Il est jeune, noble, désargenté et gascon. Louis XIII, en 1622, insiste beaucoup sur la nécessité de peupler ce corps de soldats aguerris. Et donc, on va prendre énormément de ces fameux cadets de Gascogne, dont D'Artagnan en fait a fait partie. Le parcours de D'Artagnan est assez représentatif de celui des jeunes gentilshommes venus de leur province qui entrent au service du roi et qui vont faire carrière. Pour être mousquetaire, il est important pour les jeunes nobles d'avoir suffisamment d'argent pour subvenir à leurs besoins quotidiens. Quand on entre dans la compagnie des mousquetaires, le roi ne fournit que 3 choses. L'uniforme, donc la casaque, puis la soubreveste, le mousquet et le logement. Le cheval, qui est obligatoire, puisque ce sont des fantassins montés, est à la charge du mousquetaire, ainsi que sa nourriture quotidienne, ainsi que tout le reste de ses besoins vestimentaires. Mais plus que l'argent, il faut posséder un véritable réseau d'influence. On n'entre pas aux mousquetaires sans être recommandé par quelqu'un. En général par un noble, un ministre ou autre. Et pour cela, il est aussi préférable d'être gascon. Mais pourquoi cette préférence pour une région de France aussi éloignée du pouvoir? Tout simplement parce que le père de Louis XIII, Henri IV, était lui-même gascon. Alors, pour s'assurer la loyauté de ceux qui le protègent, il avait pour habitude de prendre des gentilshommes de sa région. Une habitude qui allait perdurer. Il y a quasiment une mafia gasconne à Paris, c'est-à-dire que les Gascons vont faire venir leurs cousins, leurs frères, leurs parentèles. Dès qu'il y a un poste intéressant au niveau de l'armée, on fait venir des Gascons. Avant d'intégrer l'unité d'élite, les jeunes hommes doivent idéalement avoir servi dans l'armée. Ils doivent maîtriser l'équitation, mais aussi la danse, tant pour le maintien du corps que pour tenir son rang. Il faut savoir être un homme de salon, un homme de réputation, donc on doit savoir danser. Et bien sûr, le maniement de l'épée. L'escrime est indissociable de la vie d'un mousquetaire. Les combats sont fréquents, les mousquetaires sont des gentilshommes, l'honneur c'est une question très délicate, alors là on le voit, pour le coup, Dumas réussit à restituer dans leur roman un écrin historique tout à fait cohérent. On se bat pour un oui ou pour un non. Le baudrier de Porthos qui est dévoilé, le mouchoir d'Aramis, tout ça c'est tout à fait cohérent. On se bat pour l'honneur. Tant pis si on meurt. Mais contrairement au duel de Dumas, qui fait le spectacle en les étirant de rebondissements en coups de théâtre, dans la réalité, les duels sont beaucoup plus rapides. Ils durent moins d'1 minute, car le seul but est de vaincre l'adversaire au plus vite. Quand le mousquetaire doit défendre son honneur dans des circonstances type un duel, etc., on va chercher une épée spécifique, qui est ceci. Toujours une forte garde, mais surtout une lame très très longue, qui peut dépasser 1,30 m, voire 1,40 m. Alors là, il n'y a plus de tranchant, c'est véritablement un poinçon, il y a juste la pointe qui va rentrer en jeu. Il faut évidemment que la main soit protégée, parce que tous les coups arrivent là contre la main. Pour avoir un avantage sur l'adversaire, on va essayer d'avoir la longe la plus grande possible. Et donc une épée très très longue. Ce sont des armes légères, hein. C'est une arme qui fait 1,5 kg à peu près, qui vous donne une allonge redoutable en fait. C'est une escrime extrêmement rapide, extrêmement nerveuse, c'est-à-dire qu'il faut essayer de loger ce demi-centimètre carré d'acier dans le ventre de votre adversaire. Encore plus surprenant, au XVIIe siècle, les duels sont rigoureusement interdits. Ils étaient même considérés comme un crime de lèse-majesté. Chaque année, il y avait plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de jeunes nobles qui mouraient dans les duels. Donc il fallait absolument arrêter cette hémorragie. Rien que pour l'année 1627, on dénombre 4000 nobles tués en duel. C'est un fléau qui fragilise le commandement militaire des forces françaises. En 1627, par un édit du cardinal de Richelieu, premier ministre du roi Louis XIII, les duels sont donc interdits. 2 individus qui se battaient en duel, ils se faisaient la justice eux-mêmes. Et donc ils ne se soumettaient pas à la justice du roi et même aussi de Dieu.
Et si l'on était pris en flagrant délit de duel, on n'encourait rien de moins que la décapitation. Et pourtant, rien n'arrêtait les nobles. Il y avait les soldats du guet qui patrouillaient, mais ils n'arrivaient pas à empêcher ces duels. Le duel permet à un jeune gentilhomme de se faire remarquer. Quand on envoie son gant dans la figure de quelqu'un dans une mauvaise taverne, même si c'est interdit, c'est un moyen d'avoir de l'honneur, d'avoir de la réputation, de se rendre célèbre. C'est à partir du moment où vous avez une réputation qu'on va vous donner des commandements. Donc c'est ce paradoxe du duel qui est à la fois proscrit, mais qui en même temps est un moyen de faire carrière. Les mousquetaires sont donc des nobles, formés à la danse, à l'équitation, à l'escrime. Mais ce sont aussi des militaires qui maîtrisent plusieurs formes de combat et le maniement d'armes de pointe. Les mousquetaires du roi portent déjà une innovation en tant que telle, parce qu'ils sont des fantassins montés. C'est à l'époque une troupe hybride, c'est-à-dire qu'ils vont combattre aussi bien à pied qu'à cheval. Ils doivent leur nom à leur arme, une innovation technologique, alors redoutable, le mousquet, ancêtre du fusil. Les rares exemplaires qui restent sont dans les réserves du musée de l'armée. Les mousquetaires combattent toujours à pied, avec cette arme à feu de très grande taille, de très gros calibre. Ça pèse à peu près entre 5 et 6 kilos. Ça projette une balle de plomb qui fait entre 15 et 18 mm de diamètre, donc une arme vraiment de très gros calibre, en sachant qu'à l'époque à laquelle nous nous trouvons, une grande partie des combattants ont encore une armure, y compris une armure complète, comme celle qui est derrière moi. Donc on a besoin d'armes à feu qui permettent de percer ce genre de cuirasse. Elle est tellement lourde que pour pouvoir l'épauler, on s'aide d'une fourquine, qui est un bâton fourchu, comme son nom l'indique, sur lequel on va poser le canon de son arme pour pouvoir l'épauler et pour pouvoir supporter le poids de la pièce. C'est un système extraordinairement rudimentaire. C'est très artisanal en réalité. C'est une arme que l'on peut utiliser en masse, c'est-à-dire le groupe entier va tirer pour arroser de plomb, si vous voulez, l'adversaire, et puis après on passe au corps à corps. En général, quand les ennemis voyaient charger les mousquetaires, ils faisaient une décharge de mousquets, ils lâchaient leurs fusils, ou en tout cas ils s'enfuyaient, ils quittaient leur ligne parce qu'ils savaient qu'une fois les mousquetaires à leur contact, ils allaient vraiment passer un sale quart d'heure. En général, les mousquetaires font pas de quartier, on exécute les prisonniers. Ce qui n'est d'ailleurs pas offensant, dans l'esprit de l'idéal nobiliaire, le vainqueur a droit de vie et de mort sur son prisonnier. Les mousquetaires sont donc avant tout des nobles et des soldats d'élite, chargés de protéger le roi et d'intervenir en son nom dans ses combats militaires. Des troupes dont le nom fait frémir l'adversaire. Et pourtant... Si Alexandre Dumas n'avait pas consacré un roman aux mousquetaires, personne n'en aurait jamais entendu parler. Mais comment un auteur romantique du 19e siècle se prend de passion pour des militaires de l'époque de Louis XIII ?